Bonjour Madame Dimeji, merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre langue maternelle, le hongrois? Oui, bonjour, merci pour cette invitation, pour cette occasion. Là, ma langue maternelle, c'est le hongrois. Et le hongrois, c'est la langue qu'on parle en Hongrie, donc ou en Europe centrale. C'est une langue assez insulaire parce qu'on est entouré de pays qui ne parlent pas le hongrois. Donc le hongrois, c'est une langue finno-ugrienne d'origine et une langue agglutinante, tout à fait phonétique. Donc, qui fait que, par exemple, pour le français, c'est assez difficile d'apprendre le français parce que c'est pas du tout phonétique. On ne prononce pas tout comme on écrit. Alors, la deuxième question, quelle est votre motivation d'apprendre la langue française? Écoutez, j'appartiens encore à cette génération qui avait comme langue obligatoire le russe. Donc pendant longtemps, la Hongrie était considérée comme un pays en Europe centrale sous la dominance de la Russie, vous savez, ou l'Union soviétique. Et jusqu'au changement de régime, le russe était obligatoire dans toute école chez nous. Donc j'ai fait du russe à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai passé mon bac aussi en russe. Mais dans ce passage du collège vers le lycée, on a eu la possibilité d'apprendre une deuxième langue étrangère et j'ai choisi à ce moment-là le français. Donc on m'a conseillé en disant que les profs qui sont dans ce lycée sont excellents. Et c'est en effet comme ça que j'ai trouvé des profs vraiment excellents, avec une très très grande culture, donc pas seulement un FLE simple, mais c'était vraiment un apprentissage culturel qui a fait que ça a complètement changé mon orientation, parce que d'abord je voulais faire des maths. Et j'ai eu cette rencontre avec le français, j'ai tout de suite aimé et finalement j'ai complètement modifié mes plans, donc des maths vers le français. Troisième question, comment est-ce que vous qualifiez la relation entre la Hongrie et la France? Il faut constater que la relation franco-hongroise a toujours existé. Donc la France a regardé ce pays comme un pays exotique. Donc même, je dirais que même au Xe siècle, donc, la Hongrie a fait peur aux Français. Mais pour revenir à des époques plus récentes, avec le changement de régime, ensuite la chute du mur de Berlin, donc la France a repris le contact avec la Hongrie. La Hongrie est devenue un pays assez intéressant pour la France, même si les Français, à mon avis, n'avaient pas une idée très claire de ce que ça veut dire. Donc nous, on se dit appartenir à un pays d'Europe centrale, et non pas l'Europe de l'Est. Vous voyez ces petites nuances. Donc nous sommes plutôt centrales parce que historiquement on faisait partie de l'empire austro-hongroise et qui fait que voilà, on a eu cette identité d'être au centre et non pas appartenir au pays de l'Est. Alors, la première fois lorsque je suis venue en France, j'étais complètement choquée par l'idée que les Français ne savent pas distinguer l'Europe centrale de l'Europe de l'Est. Pour moi, l'Europe de l'Est, c'est la Roumanie, l'Ukraine, la Bulgarie, etc. Bon, les Balkans, c'est tout ce qui est au sud. Donc nous avons une géographie tout autre, donc c'est toujours intéressant de voir que on vit dans des réalités complètement différentes, tout à fait éloignées.
Après le changement de régime, la Hongrie redevient un pays plutôt intéressant, mais c'est vrai qu'au niveau culturel, la Hongrie a toujours entretenu une très belle relation avec la France. Donc là aussi, ça remonte à des siècles et des siècles. Donc il y a des chercheurs qui s'en occupent de cette relation franco-hongroise au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Je sais exactement que maintenant, il y a des cinéastes qui sont très à la mode. Les Français connaissent le cinéma hongrois, des auteurs contemporaines. Donc, il me semble, ça commence à être connu. On fait des traductions des auteurs tels que Béla Tarr, je ne sais pas si j'ai à dire ou à vous donner des exemples, Krasznahorkai, donc ce sont des auteurs qui sont plutôt connus en France. Agota Christoph, qui, même si elle a vécu en Suisse, donc elle a quitté la Hongrie en 1956, a fait une très belle carrière en français. C'est-à-dire que peut-être donc dans les milieux intellectuels, on sait ce que ça veut dire la culture hongroise et cette relation, j'espère que même grâce au travail que moi-même je fais pour traduire, par exemple, dans les deux sens, vont permettre à encore enrichir cette relation. Pouvez-vous me présenter un peu la ville de Szeged? Donc, la ville de Szeged, c'est une ville frontalière avec la Serbie. Se trouve au sud-est de la Hongrie, au bord d'une rivière qui s'appelle Tisa. C'est une ville universitaire, il y a beaucoup d'étudiants à l'université. C'est une ville qui est très bien située géographiquement parce qu'on est à la porte des Balkans, donc c'est juste, comme je vous ai dit, frontalière, pas très loin de la frontière roumaine. Donc c'est une université qui doit son inauguration à une crise assez spectaculaire. Je vous ai parlé tout à l'heure du traité de Trianon en 1921, où après la Première Guerre mondiale, après la Grande Guerre, selon le traité, ils ont enlevé le 2/3 de la Hongrie. Donc on a eu cette université en Transylvanie, dans la ville de Cluj actuelle, donc Kolozsvár. Et vu la situation, l'université de Cluj a décidé d'émigrer en quelque sorte vers Szeged, et on a refondé cette université à Szeged. On a fêté par ailleurs nos 100 ans l'année dernière. Donc c'est une ancienne université, une fondation très ancienne. En ce qui concerne la francophonie dans cette université et aussi dans la région, donc je peux vous dire que pour la Hongrie, c'est la région la plus francophone. Donc on a un centre universitaire francophone à côté de l'université qui gère des programmes francophones, qui possède un certain budget pour organiser des événements scientifiques. Et il y a traditionnellement le département d'études françaises à l'université de Szeged, à la faculté des sciences humaines et sociales, où je dirige actuellement ce département, et on peut faire des études en français. Niveau LMD, donc licence, master, doctorat, donc nous avons une école doctorale. Et en français, vous avez aussi la relation internationale en français. Donc c'est quelque chose qui est affilié à la faculté de droit, mais ça se fait en français. Donc nous avons pas mal de conventions avec la France, avec les universités de France, avec Limoges en particulier, parce que récemment on a monté à Szeged une formation double diplômante niveau master,
Donc, les étudiants de Limoges ont la possibilité de venir faire des études à Szeged, et de même, les étudiants de Szeged peuvent venir passer un semestre ou peut-être même plusieurs à Limoges. Mais bon, pour le diplôme, ce qui est dans le contrat, dans la convention, c'est que les étudiants doivent faire 30 crédits dans l'université d'accueil. La dernière question, quel conseil voulez-vous bien donner aux étudiants en langues étrangères ou aux jeunes chercheurs sur la littérature comparée? Oui, donc la littérature comparée, donc le conseil que j'ai, qu'est-ce que j'ai comme conseil? Donc évidemment, il faut assimiler autant de langues que possible, parce que il faut lire dans les langues, donc langue originale. Donc il faut, pour bien apprendre, pour bien voir ce que c'est, donc il faut lire des auteurs allemands en allemand, des auteurs français francophones en français, ainsi de suite. Donc pour les c'est l'essentiel pour la littérature comparée, à mon avis, c'est ce multilinguisme, donc avoir cette capacité de connaître, parce que la langue, c'est aussi une façon de parler, pas seulement une façon de parler, mais une façon de réfléchir. Une façon de réfléchir, ça veut dire une façon de voir, percevoir la réalité. Donc, aborder un auteur qui travaille sur la réalité dans une telle ou telle ville, en Allemagne, je ne sais pas, en France, ça passe par la langue. Ça passe par la langue. Donc c'est très difficile donc, à mon avis, une perception meilleure s'impose au moment où on lit dans la langue. Donc les textes, les originaux. Donc il faut lire beaucoup de langues, donc pour bien. Donc mon conseil, c'est l'apprentissage des langues étrangères. Pendant les études de traduction, de l'apprentissage d'une autre langue, l'étudiant vont très facilement être découragés par les vocabulaires, les syntaxes, les grammaires. Quels conseils pouvez-vous nous donner? Voilà, c'est difficile parce que une langue, ça s'apprend tout le temps. Hein. Donc pour moi aussi, donc je fais du français depuis l'âge de 14 ans et je ne cesse de retrouver des choses parce que la langue elle-même est en train de changer. Donc il ne faut pas se décourager. Et si on veut quelque chose, donc il faut fixer ce qu'on veut. Il faut comprendre que peut-être la technologie nous permettra de traduire des choses de façon automatique. Vous connaissez probablement, comment ça s'appelle, Google Translate. Voilà, donc DeepL et les autres. Donc il existe des logiciels pour la traduction, mais on comprend quand on traduit vraiment que c'est très pratique. Donc ça permet pas mal de choses, mais au moment où on travaille avec des textes d'envergure, je veux dire de la philosophie et de la littérature, ça on ne peut pas parce que c'est justement ce petit décalage qui compte que ces logiciels ne comprennent pas du tout. Donc un texte, par exemple dans les études littéraires, on tombe sur quelque chose en allemand que je lis avec plus de difficulté que le français ou que l'anglais. Alors je mets dans ces logiciels, j'arrive à lire, donc c'est très bien. Mais on ne peut pas faire la même chose pour la traduction littéraire ou pour la traduction philosophique. Donc, parce que là, il y a quelque chose qui échappe à la machine. Donc, je trouve que, c'est mon expérience, peut-être ils ne vont pas faire encore les robots, hein, donc c'est peut-être le cas. Mais à mon avis, pour l'instant, heureusement, il y a encore cette sensibilité qui est exigée, qui est demandée pour bien faire la traduction et qui n'est le propre que de cet être humain. Donc, il ne faut surtout pas décourager, il faut faire du français, il faut continuer. Oui, donc je ne me décourage pas, alors que le hongrois n'a rien à voir avec les autres langues. Donc à chaque fois, il fallait changer de tête.
Bien évidemment, être sur place, donc quand on fait du français, c'est quelque chose de bien, ça précipite les choses. Ça peut nous rendre plus motivés, donc bien évidemment, il faut venir. Mais c'est vrai qu'avec chaque langue, il y a une nouvelle culture qui se présente devant nous. Et voilà, j'encourage aussi les étudiants de Limoges de venir à faire des études à Szeged, découvrir une autre langue, parce que là, chemin faisant, vous avez la possibilité d'assister aussi dans des cours de langue hongroise pour voir qu'en Europe, il y a d'autres types de langues aussi, pas seulement les langues slaves, c'est pas seulement l'allemand, c'est pas seulement le français ou l'anglais, donc ou l'espagnol, donc les plus connus ou l'italien. Il y a d'autres, donc il faut venir et ça ouvre énormément l'horizon, donc c'est quelque chose de tout à fait bien, un contact physique avec une culture. Donc c'est ce que je conseille. Merci infiniment. Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi de pouvoir vous répondre et bonne continuation. Merci beaucoup.